Vous connaissez ce petit jeu-là? Bon, on va reprendre un petit peu notre sérieux. On va parler des dents. Vous avez sûrement déjà rêvé des dents qui tombent, par exemple. Eh bien, figurez-vous que c'est un thème commun dans de nombreuses cultures. Ces rêves sont souvent interprétés, alors il y a différentes manières de les interpréter, depuis la peur de vieillir ou de mourir, aussi la peur de perdre le pouvoir, de perdre le contrôle. Et ça, c'est certainement le signe que nos dents font partie de ce qu'on a de plus puissant en nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Boris. Bonjour Sybille. Bonjour Boris. Vous êtes toutes les deux spécialistes de la bouche et des dents. Dites-moi, vous avez rêvé des dents récemment? Bon, vous travaillez là-dessus tous les jours, je pense que ça doit vous arriver, non? Bah, comme tout le monde. Dernier rêve en date, vous vous en souvenez? En tout cas, le pire cauchemar, ce serait d'arracher la mauvaise dent. Voilà, et ça n'arrive pas quand on va chez un dentiste qui travaille correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas se tromper parce qu'ils connaissent parfaitement les dents. Vous allez nous expliquer justement comment faire pour les maintenir en bonne santé. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Géraldine, professeure à l'ESCAI, vous êtes une habituée de PUMS et pour celles et ceux qui ne vous ont pas encore vu, je rappelle que vous êtes professeure de chirurgie orale. Et Sybille Vital, c'était votre première à PUMS, hein? Vous êtes professeure d'odontologie pédiatrique. En gros, ça veut dire que vous êtes spécialiste de la santé buccale des enfants et des adolescents. Jusqu'à quel âge? On va dire 15 ans. 15 ans, donc les adolescents jeunes, hein? Voilà. Géraldine, première question ou première affirmation, les dents, vous nous confirmez, ça ne sert pas qu'à croquer et à mastiquer. Non, pas que. Ça impliqué également dans la déglutition, mais également dans la phonation. Parce que... La phonation, pour pouvoir parler, hein. C'est ça. Et ça commence tout petit, Sybille, ce rôle des dents, dès le plus jeune âge avec les dents de lait. Tout à fait. Elles arrivent de manière concomitante avec le développement du langage. Et elles vont être vraiment importantes pour l'enfant. Si on n'a pas d'emblée de bonnes dents de lait, on va avoir moins bonne acquisition du langage. On peut avoir des troubles un peu du langage, des défauts de prononciation. Ça va être peut-être s'il y a des écarts entre les dents du haut et les dents du bas. C'est dire l'importance à tous les stades de la vie. On va vous expliquer de quoi sont faites les dents et ce que cachent nos rages de dents. On essaiera de vous convaincre aussi, avec notre invité, qu'il n'y a pas d'âge pour soigner l'alignement de ces dents. Et puis dans la troisième partie de l'émission, on vous donnera tous nos conseils pour soigner, pour nettoyer et même pour blanchir vos dents sans les mettre en danger. Alors regardez pour commencer la performance de cet homme. Il est capable de tirer un camion avec sa bouche. Géraldine, dans la bouche, il n'y a pas que des dents. Est-ce que ce sont les dents? Est-ce que c'est autre chose qui permet d'avoir cette force incroyable? Je dirais pas surhumaine puisque c'est un humain. C'est vrai. Alors, c'est pas conseillé de faire ça tous les jours, mais globalement, on a des muscles très puissants au niveau des mâchoires. Et évidemment, les muscles plus les dents permettent de faire ce genre de démonstration, mais qui n'est pas conseillé. Donc, tout à fait. Pas conseillé pour toutes et tous, mais en tout cas, c'est possible. Alors, on a la notion que les animaux ont des dents très fortes, l'humain un peu moins, mais là, on voit à quel point c'est fort. On va essayer de comprendre comment sont formées nos dents et ce qui fait mal finalement. Et pour cela, je vous propose d'aller voir l'anatomie de la dent. Venez avec moi, Géraldine, et expliquez-nous donc ce qu'il y a dans une dent finalement et autour de la dent. Donc en fait là on voit la partie coronaire, donc la couronne de la dent, et en dessous la gencive on a une grosse partie, on a la partie radiculaire. On va avoir cette dent qui va être composée de plusieurs tissus. À l'intérieur on aura la couche extérieure, donc qui est l'émail, la force qui est très dure et qui est la couche externe. On va avoir en dessous la dentine et puis donc en dessous qui protégera la pulpe. Et au sein de cette pulpe on va avoir les vaisseaux et les nerfs, les fibres nerveuses donc, de la dent.
Donc il y a des nerfs, il y a la pulpe et là de l'os. Oui, tout à fait. Alors nos dents, en fait, elles sont ancrées grâce à un ligament dans de l'os, l'os alvéolaire, comme on peut le voir ici. En jaune là. Hein. Voilà, c'est ça. On voit ici un petit peu alvéolé. Donc elles vont être ancrées de cette manière-là, avec le parodonte et la partie dentaire qu'on voit ici. Donc c'est assez complexe, hein, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs couches. Et ce qu'il y a au-dessus, là, la partie que l'on voit là, le blanc, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et il y a une partie importante dans la bouche dont il faut parler, c'est le parodonte. Expliquez-nous ce parodonte. Donc voilà, le parodonte, c'est les différentes parties qu'on a évoquées, c'est-à-dire l'os, le ligament qui va relier donc la dent à cet os alvéolaire, et donc la gencive qui est par-dessus, et le sillon gingival qui sera donc entre la partie coronaire, la muqueuse et plus loin le... Donc coronaire, hein, c'est ça, c'est voilà, la couronne. Le sillon gingival, c'est ici. Qui est juste ici, et puis là, donc le ligament qui va être tout autour de la dent et qui va ancrer la dent au niveau de l'os. Et le rose là, c'est la gencive. Hein. C'est ça, c'est la gencive. Alors on va se rasseoir, on a vu des dents bien formées, ce sont des dents adultes a priori. Qu'en est-il de nos toutes premières dents, hein? On a des dents qui apparaissent dès le plus jeune âge, et dents de lait, là on voit ici, et d'ailleurs pourquoi elles s'appellent dents de lait et que sont ces dents? Probablement parce qu'elles sont blanches comme le lait. L'autre hypothèse, c'est peut-être parce qu'elles font leur éruption à un moment où l'enfant est nourri exclusivement avec du lait. Et à quoi elles servent ces dents de lait? Comme les dents permanentes, elles servent à manger, à parler, à sourire, à montrer ses émotions aussi. Mais alors, on connaît ces dents de lait très tôt, on sait qu'elles tombent plus tard. Moi, je me pose une question très simple. Hein. À quoi ça sert d'avoir des dents qui tombent? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dent, ça ne grandit pas. C'est fait une fois pour toutes. Donc on imagine mal un bébé avec des dents de taille adulte. Donc en fait, elles sont adaptées à la bouche de l'enfant. Et une fois que la bouche grandit, il y a des nouvelles dents qui arrivent. Alors on dit que les dents de lait poussent après la naissance. Il y a quelque chose qu'on dit au sujet de Louis XIV. Hein, vous connaissez ce roi célèbre. Il serait né avec 2 dents. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un mythe? C'est possible, hein, ça arrive assez rarement, à peu près une naissance sur 3000. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dents, elles sont généralement pas tout à fait bien formées et elles ont un risque de tomber. Donc on est souvent amené à les enlever pour éviter que le bébé avale ou pire, inhale sa dent. Et puis elles peuvent aussi contrarier un petit peu l'allaitement du fait d'une blessure que ça provoque sous la langue. Donc il vaut mieux les enlever. Hein. En tout cas, il vaut mieux consulter. Les dents, oui, c'est dans la bouche. Mais si vous suivez PUMS, vous savez qu'on peut trouver des dents ailleurs. Dites-nous pourquoi on peut trouver des dents, notamment dans les ovaires. Ça c'est exceptionnel. C'est une anomalie du développement avec des cellules qui ont continué un petit peu leur développement sans qu'il y ait le fœtus avec. Donc ça, on en parle dans une autre émission au sujet des kyste ovarien, si ça vous intéresse, ça s'appelle le kyste dermoïde. Revenons aux dents qui se trouvent dans la bouche. On en a 32 en principe. Hein. A priori. Alors on sait qu'elles n'ont pas toutes la même forme hein, et le même, je sais pas, il y en a qui sont plus piquantes que d'autres, hein, d'autres qui sont plus larges. Il faut nous expliquer à quoi servent, parce que je crois que tout est bien fait dans la bouche et que différents types de dents, ça veut dire différents types de fonctions. Expliquez-nous les 4 types de dents. Donc là, on va aller voir sur la mâchoire. Et en premier lieu, dites-nous, ça, ce sont les incisives. Voilà, on en a 4. Hein, donc les incisives centrales et les incisives latérales, donc qui ont une forme un peu de pelle, hein, que ce soit en haut ou en bas, encore plus en haut. Donc ces premières dents, elles permettent de couper grâce à leur forme. Ensuite, vous avez les canines. Couper, juste couper, c'est croquer, par exemple. Oui, voilà, tout à fait. Ensuite, vous avez les canines, qui ont une forme un peu différente. Hein. Qui sont sur les côtés, qu'on voit ici sur l'écran. À quoi elles servent? Pour plus dilacérer. Dilacérer. Et oui, on va couper, on va pouvoir dilacérer les aliments. On va avoir couper par exemple la viande, le poisson, des légumes qui seraient un petit peu solides, un petit peu durs. Ensuite, on a les... C'est pas que pour les vampires. C'est pas que pour les vampires. Bon, au moins c'est clair, on a tous droit d'avoir des canines dans des temps tout à fait humains. C'est ça.
Ensuite, on a les Prémolaires. prémolaires, hein, qu'on voit également ici. Prémolaires, ça sert à quoi? Et pourquoi c'est derrière? Les prémolaires et les molaires, ce groupe de dents va permettre la mastication et de broyer. D'ailleurs, ça se voit à leur surface. Hein. On peut voir que c'est vraiment des dents adaptées plus pour la mastication. Donc, on a les surfaces qu'on voit bien ici des molaires et également des prémolaires qui vont servir à la mastication. Donc, on croque, on dilacère et on mâche. Et on broie, et tout ça est parfaitement bien organisé. Alors là, on a parlé des 28 dents que nous avons toutes et tous. Il y a 4 dents dont vous ne m'avez pas parlé. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Les dents de sagesse. Bon, alors pourquoi vous n'en avez pas parlé? Alors, les dents de sagesse, on n'en a pas forcément, ou elles ne sont pas forcément sorties. Parfois, elles restent complètement incluses. Et ces dents de sagesse, elles sont de moins en moins utilisées par les hommes parce que, en fait, ce qu'on mange, notre alimentation, ne nécessite plus forcément d'avoir autant de dents. On ne mange plus de viande crue, a priori, comme dans le temps de la préhistoire. Et donc, les mâchoires sont plus courtes et souvent, c'est des dents qui soit ne sont pas là ou ne sortent pas. Vous avez des dents de sagesse? Non, moi je les ai fait retirer. Ouais, ça fait mal, hein, ces dents de sagesse, de les faire retirer. Ne dites pas qu'avec l'anesthésie, ça fait pas mal, c'est pas vrai. Dites-nous en commentaire si on vous a retiré les dents de sagesse. Non, non, je suis pas d'accord. Ça fait mal après, mais pendant, on a des anesthésiques qui déchire, sont tout à fait... Ouais, ça déchire. En post-opératoire, évidemment, oui. Bon, en tout cas, toutes ces dents, on en a en haut et en bas, c'est censé être symétrique. Oui. Parce qu'en haut, c'est un peu plus gros, un peu plus large qu'en bas, n'est-ce pas? Ah oui, alors elles n'ont pas exactement la même forme en haut et en bas, en effet. Voilà, mais on a incisive, canine, prémolaire, molaire et dents de sagesse en haut et en bas. Hein. Oui. Alors, on a parlé des dents. Maintenant, on va parler de la couleur de ces dents. Là, j'ai un nuancier avec différents types de couleurs. Ça va du très blanc à du jaune-orange. À quoi c'est dû? Pourquoi on n'a pas tous la même couleur de dents? C'est avant tout génétique. On n'a pas tous la même forme de dents, on n'a même pas la même taille et pas la même teinte non plus, liée notamment à la dentine mais également à l'émail. Et donc on a ces coloris qui peuvent s'étendre effectivement du blanc avec des teintes plus oranges et puis des teintes un peu grises aussi. Donc on comprend que la couleur des dents, il y a une part innée contre laquelle on ne peut rien faire, mais au cours de la vie, ça peut évoluer. Alors on verra tout à l'heure comment on peut blanchir les dents, mais pourquoi ça évolue au cours du temps? Est-ce qu'on peut dire que les dents vieillissent? Oui, elles s'usent, ça peut arriver. Et puis, on a aussi des phénomènes, quand la dent se mortifie, elle va se griser. Donc, il y a un certain nombre effectivement, d'événements qui peuvent arriver et qui peuvent modifier la teinte des dents. Alors, on parle souvent de... Je ne sais pas si on parlera de pathologie ou de facteurs favorisants, le bruxisme, qui est un problème qui touche près de 10% de la population adulte. Et bruxisme, ça veut dire grincement des dents. Ça, c'est du grec. Et c'est un trouble ultra fréquent, comme je le disais. Il y a même des études qui montrent que ça évolue à certains moments de la vie, et notamment pendant le Covid. Quel rapport entre le bruxisme et le Covid ? Le stress et l'anxiété, ça peut causer du bruxisme. Alors ça peut être grincé, mais ça peut être aussi serré des dents de manière forte et qui use donc la surface dentaire. Alors on va aller voir ce que c'est que ce bruxisme, ou plutôt les conséquences que ça peut avoir. Venez avec moi. Ici, on a des photos de dents usées, et notamment usées par le bruxisme. Expliquez-nous. Donc effectivement, là on voit que les dents sont plus petites. On voit qu'il y a une partie de la couronne dentaire qui donc a disparu. Ça peut vraiment arriver jusqu'à la jonction de la gencive, donc avoir une perte de la hauteur de la dent qui est extrêmement marquée, comme on le voit ici. Et donc on a ces surfaces qui vont être usées au fur et à mesure à cause de la friction des dents. Alors vous parliez de couronne, je précise juste, on ne parle pas des couronnes que l'on met, qu'on va chez le dentiste, mais vous parlez bien de la couronne dont on a parlé tout à l'heure, donc la partie, l'extrême, la protection de la dent. Et donc ça provoque ce type de couleur et ce type... je sais pas, ça fait mal, c'est dangereux, ou c'est juste un
souci esthétique? Alors, donc c'est déjà esthétique bien sûr, fonctionnel également, et puis oui évidemment, là ce que c'est la dentine en fait, l'émail va s'user, on va arriver, on va user de plus en plus la dentine, et au bout d'un moment, forcément la dent va être plus sensible, donc ça peut apporter évidemment au bout d'un moment des douleurs et une mortification de la dent. Et là, contre ce bruxisme, on a des solutions? Oui, alors on a des solutions, on peut porter des gouttières la nuit. L'idée c'est aussi, quand les gens serrent les dents trop fortement la journée, d'essayer de prendre conscience régulièrement, de desserrer ses mâchoires et donc porter les gouttières c'est la nuit pour essayer justement d'éviter cette friction. Si vous vous intéressez, eh bien on en parle dans une autre émission, toujours avec Géraldine. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous saurez tout sur le bruxisme et puis son traitement. Il y a une autre menace pour nos dents, ça on entend ça un petit peu à chaque fois qu'on lit des articles de dentistes, c'est l'attaque acide. D'abord, est-ce que c'est vrai que si on boit des boissons acides comme des sodas par exemple, ou si on mange trop acide, est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce que ça peut abîmer nos dents? On a des images, je veux vraiment que vous nous disiez si on peut vraiment atteindre ce type de lésion, ce type d'anomalie avec trop d'acidité dans la bouche, parce que c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Donc ça va dissoudre en fait la surface de la dent. Donc ça peut être du jus de citron, enfin des agrumes, ça peut être les sodas. On sait que si on met une dent dans du soda pendant X heures, la dent va finir par se dissoudre. Même du soda zéro, même du soda sans sucre, ça n'a rien à voir avec le sucre. Là oui, tout à fait. C'est l'acidité du soda qui donne cet effet-là. Donc on va dissoudre la partie de l'émail et de la dentine. Et là, donc on voit très bien la dentine qui apparaît. Parce que là, on a l'impression que... Alors là, le jaune, c'est la dentine. C'est ça. Et on a l'impression que la dentine se trouve dans un sac en plastique, en fait. Là, ça fait très vitrifié, mais c'est dû justement à cette dissolution des tissus. Donc, attention à l'acidité. On va se rasseoir. C'est l'histoire d'un bon verre de jus de citron tous les matins pour maigrir. Bon, non seulement... ça ne sert pas à grand-chose pour maigrir, mais ce n'est pas forcément conseillé par les spécialistes dentistes. Donc il faut absolument essayer de garder toutes ces dents en bon état, parce que malheureusement, une dent qui tombe ne repoussera pas. En tout cas, pas pour le moment, mais Géraldine et Sybille, je voudrais vous faire réagir. Faire réagir à quelque chose d'assez incroyable. Il y a eu beaucoup de communication à ce sujet. Des scientifiques japonais auraient trouvé la solution pour pouvoir faire repousser les dents. Je vous montre cette communication. Des scientifiques japonais inventent un traitement pour faire repousser les dents. Est-ce que vous y croyez? Alors c'est sérieux, là je vous montre la reprise pour le grand public, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez sûrement lu ces travaux. Alors déjà, il y a quelques années, certains chercheurs avaient réussi à faire pousser des dents chez la poule. Mais bon, effectivement, c'est peut-être prometteur dans le futur. Toutefois, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore la réalité des choses. Et garder ses dents, c'est quand même beaucoup plus facile. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire repousser comme ça toutes les dents qui puissent être atteintes. On a bien compris que pour l'instant, c'est un peu compliqué de faire repousser les dents. On est bien différent des requins et des crocodiles. Regardez cet animal. Il a la capacité de renouveler ses dents régulièrement et on estime qu'un requin va avoir 50 000 dents au cours d'une vie. Bon, pour le moment, ce n'est pas d'actualité chez l'humain et donc, dans l'attente d'avoir cette possibilité de faire repousser les dents, sachez qu'on peut remédier à beaucoup de problèmes dentaires et de santé si on s'intéresse aux dents qui sont mal positionnées. Et ça, c'est tout simplement, si je puis dire, à tout âge, grâce au progrès de l'orthodontie. On en parle avec notre invité Christophe Danglas. Bonjour Christophe. Bonjour Boris. Docteur Danglas, vous êtes maître de conférences en orthodontie, vous enseignez à l'université Paris-Cité. Oui. Alors moi j'ai une question très simple pour démarrer. On est tous inégaux. Pourquoi on n'a pas tous les dents parfaitement alignées, comme ici sur cette maquette? On est inégaux pour les dents? Oui, les chances sont très très inégales. En fait, on a l'impression que la nature, elle a plutôt choisi la fonction masticatoire, mastiquer, manger, plutôt que l'alignement. Et là-dessus va évidemment se rajouter les facteurs génétiques. Alors avant d'expliquer ce que peut faire l'orthodontie, dites-moi, c'est quoi des dents alignées de manière optimale, idéale?
C'est des dents qui sont évidemment alignées pour pouvoir bien se brosser. Et puis, c'est des dents qui s'emboîtent bien entre dents du haut et dents du bas. Pour que la fonction se réalise, on cherche quand même avant tout à manger. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre la mâchoire supérieure et inférieure C'est le concept du couvercle et de la boîte. Voilà, donc il faut avoir une boîte dans la bouche. Qui est adaptée au couvercle. Et inversement, c'est mieux. Alors, ça fait longtemps que les humains essaient de corriger la nature, justement, quand les dents ne sont pas parfaitement alignées. Et déjà, les Égyptiens avaient des techniques pour déplacer leurs dents. Ils mettaient des fils. Oui. Mais c'est Pierre Fauchard, un chirurgien dentiste français, qui, au XVIIIe siècle, a véritablement inventé les outils, entre guillemets, modernes de la dentisterie, et notamment ce qui a abouti à l'orthodontie. Oui, c'est les fondations un peu de notre exercice. Alors, on va voir ensemble les principaux problèmes qui peuvent être soignés par l'orthodontie. On va voir en photo quelques exemples. Décrivez-nous. Alors, en fait, on peut avoir des dents très en avant, très rétractées, très encombrées, des dents du bonheur, comme on le voit ici, des situations complexes. Ça, c'est souvent la première demande de nos patients, l'esthétique, l'alignement. Et ça, cette demande-là, c'est le point d'entrée un peu dans l'histoire. Donc là, ici, on voit les dents écartées. Donc ça, oui. C'est plutôt esthétique, ça ne pose pas vraiment de problème. Franchement, les dents du bonheur, ça porte bien son nom. En dessous, encombrement dentaire, ça c'est un peu plus... Oui, ça c'est une vraie demande. On voit que cette patiente ne peut pas mastiquer devant, les dents ne se touchent pas devant. Il y a donc une rupture de l'alignement et une rupture de la fonction. Une dent qui part de travers également? Oui, c'est souvent un point d'entrée dans l'histoire. Ça a bougé avec le temps, elle ne sert plus, elle est décalée et c'est une demande souvent fréquente des patients. Et alors pourquoi ce n'est pas qu'un problème esthétique? Aligner les dents, ça facilite le brossage, ça réduit le risque d'avoir des problèmes de gencives, des déchaussements. Mais à côté de ça, il y a toute une part de l'orthodontie qui va viser à retrouver de la fonction, mastiquer, parler, ventiler ou améliorer un environnement pour permettre de mettre en place une prothèse, par exemple. Ça, l'orthodontie peut aider le chirurgien dentiste à placer ensuite une prothèse. Et est-ce que les dents s'abîment davantage Oui. si elles ne sont pas alignées? C'est vraiment de la mécanique. On sait quand les dents s'emboîtent bien, quand les dents fonctionnent bien, c'est ce qu'on voit ici, des pointes dans des creux, la fonction a lieu, le broyage a lieu, l'incision a lieu dans de bonnes conditions et toutes les dents fonctionnent. Les dents sont faites pour fonctionner, pas que pour faire joli. C'est pourquoi, dès l'enfance, on recommande d'aller voir le dentiste, voir l'orthodontiste et le dépistage. Mais alors pourquoi, si les problèmes ont été pris en charge pendant l'enfance et l'adolescence, on doit subir parfois à l'âge adulte ce type de soins? Disons que soit on n'a pas pu en bénéficier avant, le dépistage n'a pas pu se faire dans des bonnes conditions, soit évidemment le vieillissement, les choses se sont dégradées, on a eu un aléa, on a perdu une dent, on a eu un traumatisme, la carie s'en est mêlée, on a eu un effondrement au niveau de la gencive par exemple, et la situation s'est dégradée. Donc là, on va reprendre la main pour pouvoir retrouver du confort masticatoire, et là, l'orthodontie va jouer son rôle en fait de retrouver de la fonction. Est-ce que les adultes sont réticents à mettre des bagues? On va voir les différents types d'appareillage qu'on peut avoir aujourd'hui, ou finalement c'est peut-être même mieux vécu qu'à l'adolescence? Oui, je crois qu'en effet, d'abord il n'y a pas de limite d'âge. On peut faire l'orthodontie à tout âge. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de l'histoire. Et puis, deuxièmement, ça s'est beaucoup démocratisé. On en voit maintenant beaucoup. Il y a une prise de conscience du soin de soi. Et on se rend compte que ça ouvre la porte à d'autres prises en charge qui permettent en fait toujours d'améliorer la fonction et d'améliorer la santé. Vous nous disiez à tout âge, même après 80 ans? Oui, absolument. Vous avez des cas de personnes, de patients que vous soignez après 80 ans? Ça fait partie des rêves que j'ai de temps en temps. C'est une patiente de 80 ans. Un rêve ou une réalité? Les deux. En fait, je l'ai rêvé, je l'ai réalisé et ensuite je le rêve encore. Elle me hante parce que c'est une femme de 83 ans à qui on a redressé les dents pour améliorer son esthétique dentaire. C'était sa demande pour pouvoir se remarier. Ah écoutez, c'est une magnifique histoire en tout cas. On va voir des photos de résultats avant-après. Alors là, on a pris une patiente de 40 ans parce que la patiente de 80 ans, elle n'a pas voulu vous donner les droits. Elle était, elle était pudique, on va dire. Et là, on a un magnifique résultat. Qu'est-ce que vous avez fait ici? C'est une patiente qui avait une mâchoire décalée en avant, qui ne pouvait plus en fait avoir de fonction au niveau des incisives de devant, qui était gênée par la partie du décalage des mâchoires. Et on a fait en fait une prise en charge qui associe de l'orthodontie, en l'occurrence ça a été des bagues, et une chirurgie de mâchoire, on va en reparler après, je crois. Donc on ne traite pas de la même manière, c'est ce que vous nous dites aux différents âges de la vie, parce que la mâchoire, elle évolue.
La mâchoire évolue, surtout on va utiliser des forces plus douces, on va déplacer les dents différemment, la densité osseuse, la capacité à bouger les dents, des forces légères. Je crois que le message, c'est de dire aux gens que les traitements ne sont pas inconfortables, ils sont devenus de plus en plus confortables et de moins en moins douloureux. Hein. C'est vraiment le message. Alors, on va voir justement les différents techniques. Bon, il y a la technique classique, là. Ce sont les bagues argentées. Bon, ça, souvent, les gens disent que c'est pas très esthétique, c'est contraignant. C'est quand même votre choix numéro 1. Oui, parce que ces bagues, elles ont fait énormément de progrès. Les petits fils qui les réunissent aussi, ça devient des traitements de plus en plus confortables. Et puis, on peut avoir évidemment les mêmes en blanc. Bah oui, elles sont là, mais transparentes. Elles sont transparentes. Oui. Moi, je vais vous dire, franchement, mon impression, vous me dites si je dis des bêtises, c'est que souvent, ça jaunit. Oui. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir quelque chose d'argenté plutôt que quelque chose qui jaunit? Qu'en disent les patients? Ben, je crois que vous l'avez bien dit, c'est-à-dire c'est l'assumer. Je pense qu'on assume plus facilement les bagues métal. D'abord, ça ne se colore pas, ça s'abîme moins, c'est moins fragile et c'est très efficace. Et est-ce qu'on peut avoir des bagues métal un peu fantaisie, je ne sais pas moi, avec des... Je vais vous dire la vérité, j'ai eu une idée quand je mettais mes bagues, c'était de faire une tendance avec des couleurs, peut-être une couleur or, des diamants pour ceux qui pourraient se le permettre. Il n'y a pas de tendance? On pourrait mettre par exemple des couleurs qui représentent son club de foot, par exemple, son club de basket. Et puis, ça se fait, ça? Ça se fait, et ça marche très très bien. Beaucoup dans le continent américain qui est très attaché, par exemple, à exprimer des valeurs concernant son club de foot préféré. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Écoutez, si vous avez cela, faites des photos, envoyez-nous. Si vous voulez qu'on les publie, les partage, on le fera avec grand plaisir. On peut aussi mettre des bagues à l'intérieur, c'est de l'orthodontie, on appelle ça linguale, je crois. Oui, absolument. Là, on le voit très bien. En fait, alors c'est évidemment totalement invisible. Alors, c'est très rare qu'on ouvre grand la bouche comme ça. Et la bouche fermée, les bagues sont donc collées à l'intérieur, sur les faces internes des dents. Et le traitement est très efficace, tout aussi efficace que bague à l'extérieur. Et là, les bagues sont faites sur mesure. Ouais, mais ça fait mal parce que la langue, elle va heurter ce métal. Il y a 24-48 heures de mise en garde. Le tout, c'est de prévenir les patients pour qu'ils s'organisent bien, nos patients adultes, pour qu'ils anticipent un tout petit peu la pose des bagues, mais ça passe assez vite. Ça coûte plus cher que les bagues extérieures? Oui, parce qu'en fait, elles sont faites sur mesure, donc il y a une façon un peu plus technique pour pouvoir les réaliser. Alors, il y a des techniques plus récentes, je crois, en tout cas, qui sont très séduisantes. Ce sont les gouttières. Les gouttières, c'est du plastique, on va dire les choses simples. C'est transparent. Et donc ça se voit à peine. Oui. Est-ce que c'est aussi efficace? Alors c'est discret, c'est très confortable, on les enlève pour manger, on les remet après. Il faut les porter au moins 22 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances pour les gouttières. Ça se plaque sur les dents. C'est tout aussi efficace, mais je crois que le message, c'est de dire qu'on ne peut pas tout faire avec les gouttières. Et alors ça a un effet bénéfique secondaire, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez, c'est comme on ne peut pas les enlever plus de 3 ou 4 heures par jour, eh bien on ne peut pas grignoter. Et voilà, c'est le grignotage, exactement. Donc ces gouttières, c'est une bonne alternative. Et d'ailleurs, alors, quand on regarde ce qu'on nous propose sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut maintenant se faire des gouttières sans jamais aller chez le dentiste. Je vous montre ici une publicité pour aligner les dents. Vous connaissez ce genre de publicité. Malheureusement. On envoie des photos de ses dents, je crois, et puis on vous fait des gouttières sur mesure. On vous les envoie. En fait, pourquoi pas? C'est bien ça, on ne se déplace pas. Ça coûte moins cher. Vous me regardez d'un air un peu... Non, vous êtes remarquable. C'est une idée qui est très séduisante. Ça donne envie. On fait ça chez soi, à la maison. On fait sa petite empreinte. On reçoit les gouttières après à la maison. On les met en place. Je crois que c'est vraiment l'archétype de la fausse bonne idée parce que, à la fois, c'est dangereux. C'est le message qu'il faut donner. Et c'est très incertain dans les résultats. Et je pense qu'il faut vraiment donner l'idée que seul un professionnel de santé, orthodontiste, chirurgien-dentiste, va pouvoir réaliser au cours d'un entretien clinique un examen clinique suivi d'un diagnostic, d'un plan de traitement pour évaluer bien les risques de déplacer les dents en fonction de chacun et puis présenter en fait à notre patient les objectifs que l'on va avoir. Et un suivi. Et un suivi. Il faut adapter. Qu'il faut adapter à chaque patient. On est tous différents. La situation mérite à chaque fois l'œil d'un professionnel de santé. On garde en tête, c'est dangereux et inefficace. Alors, parmi l'évaluation initiale, vous faites des empreintes.
Alors on a tous l'idée des empreintes avec le moulage, là, on met la pâte dans la bouche, c'est pas très agréable, ça provoque un réflexe, voilà, ça sent le vécu. Hein. Oui. Voilà. Mais vous avez de nouvelles technologies, on les voit ici en image, ce sont des empreintes numériques. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est aussi fiable que les fameuses empreintes avec la pâte? Oui, alors on glisse de plus en plus des empreintes de la pâte qu'on faisait avant à des empreintes optiques. C'est moins invasif, c'est très précis, c'est très rapide. Les patients aiment beaucoup cela. On passe une petite caméra en fait dans la bouche sur toutes les surfaces des dents. Ça capte l'anatomie, ça capte la position, ça capte l'emboîtement. Et après, comme une PlayStation, on peut aller jouer sur la position de ses dents pour profiler en fait le mouvement qu'on réalise et déterminer le résultat que l'on souhaite avoir et le partager avec les patients. C'est un magnifique outil pour échanger avec nos patients sur les résultats qu'on souhaite avoir. Ça, c'est assez génial hein, de voir fantastique, ce que c'est ça bluffant. donnera. Hein. Alors revenons sur la totalité d'un traitement orthodontique depuis le premier jour jusqu'à la fin du traitement. C'est combien de temps? Parlons de l'âge adulte. Oui, les traitements, ils vont de 6 mois pour les traitements simples jusqu'à 24 à 30 mois, donc 2 ans et demi pour les traitements très complexes. Mais disons les choses, la durée moyenne d'un traitement chez l'adulte, pour la partie active, on déplace les dents, c'est autour de 18 à 24 mois. S'ensuit une période de contention. J'allais vous dire que mon dentiste, il ne m'a pas dit ça, il m'a dit que c'était à vie mon traitement. Alors ce qui est à vie, c'est la contention. C'est la stabilisation, c'est le suivi derrière, c'est la maintenance. On a collé des systèmes derrière les dents. Et en fait, ce qui va être important, c'est de suivre ces matériaux qu'on a posés derrière pour stabiliser le résultat. Et souvent, hein, on met une contention, un fil, hein, Voilà. pour pas que ça se redéplace. Parlons du coût, parce que ça, c'est une vraie question. Beaucoup de nos abonnés vont nous dire, oui, mais ça coûte cher. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour prendre en charge cette orthodontie qui a un certain coût, hein, pour ne pas dire un coût certain? Parlons vrai, les traitements, ça va s'échelonner au niveau des honoraires, autour de 2 000 € pour les traitements vraiment les plus simples, jusqu'à 7, 8, 9, voire 10 000 €. Un devis est remis à nos patients, c'est très important. Les mutuelles peuvent prendre en charge, donc j'incite nos téléspectateurs à aller voir en fait les mutuelles, à comparer les plateformes et puis à essayer de voir si aujourd'hui les prises en charge peuvent être en partie réalisées par des mutuelles. Et sachez que c'est un véritable investissement, hein, c'est ce qu'on a dit sur sa santé. Et pas seulement, on l'a dit, on le redit sur l'esthétique. Ça permet d'éviter vraiment des problèmes et d'avancer en âge, je dirais, en bonne santé. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir éclairé sur l'orthodontie, notamment à l'âge adulte. Merci Boris. On va maintenant rejoindre nos deux experts pour vous donner tous nos beaux conseils pour maintenir vos dents et votre bouche en excellente santé tout au long de votre vie. Ouf, ça, vous le reconnaissez, c'est le bruit de la roulette du dentiste. Est-ce qu'on peut arrêter? C'est stressant. Moi, ça me fait mal dès que je l'entends. Alors, je sais que vous allez nous dire hein, qu'aujourd'hui, avec l'anesthésie, ça fait plus mal. Hein, mais on va enlever l'aiguille pour pas que vous nous quittiez. On va quand même essayer d'éviter le maximum d'aller chez le dentiste, en tout cas pour se faire soigner les dents. Venez avec moi, Géraldine. La première étape, bien sûr, c'est une bonne hygiène dentaire et ça doit démarrer dès le plus jeune âge, Sybille. Oui, les bonnes habitudes doivent se prendre très tôt et en fait, dès l'apparition des dents, il faut les nettoyer. Donc l'idée, c'est peut-être de le faire en même temps qu'on donne les soins, le bain au bébé. Quand il y a ses dents, on peut les essuyer avec une compresse. Et puis après, quand arrivent les molaires, on peut utiliser une brosse à dents adaptée évidemment à l'âge de l'enfant avec du dentifrice. On va voir ça, je vous coupe parce qu'on a justement une brosse à dents adaptée à l'âge de l'enfant. Bon là c'est marqué bébé, on brosse les dents même du bébé? Bien sûr, parce que dès que la dent arrive en bouche, finalement, elle peut se carier. Et donc c'est bien de pouvoir la nettoyer et vraiment d'intégrer cette hygiène de la bouche en même temps que l'hygiène du corps. Et c'est une habitude que l'enfant doit prendre. Exactement. Alors, il y a des publicités pour des brosses à dents en U. Alors, l'enfant a l'air très heureux. Effectivement, ça a l'air de simplifier la vie de l'enfant. Regardez, Géraldine, ça existe chez l'adulte aussi, d'ailleurs, ce genre de brosse à dents en U? Je crois que j'ai vu ça sur les réseaux. Ouais, donc c'est pas ce que vous prescrivez apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, il me semble qu'il faut aller vraiment dans tous les coins de toutes les dents, vraiment aller chercher, et que ce système ne permet pas cette adaptation. Je pense également que brosser les dents d'un enfant, ça prend généralement moins d'1 minute, donc le gain de temps proposé supposément par ce dispositif, bon, je pense qu'il est peut-être illusoire. L'enfant, il faut l'accompagner le matin à brosser les dents. S'il est petit, faut faire attention parce qu'il y a des risques. Tout à fait. Et puis, de toute façon, brosser ses dents de manière efficace, c'est aussi difficile que savoir écrire en attaché. On n'attend pas d'un enfant de 3 ans qui sache écrire en attaché. Toutefois, il dessine avec un crayon. C'est un peu la même chose pour la brosse à dents. Évidemment, il doit s'habituer, acquérir le geste, mais il faut que le parent repasse derrière pour avoir un brossage qui soit efficace. Et le risque, ça serait qu'il tombe avec ça. Alors ça, c'est vrai qu'on a parfois des traumatismes, des chutes avec la brosse à dents dans la bouche. Et évidemment, ça peut créer des trous au niveau du palais. C'est dangereux. Donc on évite de courir avec, de toute façon, quoi que ce soit dans la bouche. Donc premier conseil, on accompagne ses enfants à se brosser les dents. À l'âge adulte, alors là, on a toute une série de propositions. On a des brosses à dents électriques, des brosses à dents manuelles. Et dans ces brosses à dents manuelles, il y a dur, souple, semi-souple, je crois aussi. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, nous, on conseille souple. Moyen, c'est vraiment déjà dur. Et dur, c'est beaucoup trop dur. Et donc, pourquoi souple, même si on a les dents fragiles, la gencive fragile? De toute façon, on va brosser la partie effectivement de la gencive, pas uniquement la dent, et on peut creuser dans la dent. On a vu l'usure tout à l'heure. Typiquement, on peut faire complètement des trous dans la dent à cause d'un brossage trop marqué, et notamment en général avec des brosses à dents dures. Alors dites-moi pourquoi il y a aujourd'hui en vente des brosses à dents dures. Vous nous dites qu'il faut les prendre souples pour tout le monde. Ah oui? Et on peut avoir même encore plus souple en post-chirurgical, ça existe plus souple que souple. Mais alors pourquoi il y en a des brosses à dents dures? Répondez à ma question. Je ne vends pas de brosse à dents, Boris. Sylvie, vous avez une idée? Je pense que c'est peut-être un imaginaire collectif, que plus c'est dur, plus ça nettoie. Plus c'est dur, plus ça marche. Bon, ok. Alors Et ça réduit peut-être le temps, parce que malheureusement... Ça réduit le temps. Eh bien non. En fait, c'est dur, ça réduit le temps. Je pense que les gens pensent que de brosser avec une brosse à dents dure, on peut faire peut-être ça en 30 secondes plutôt que d'utiliser. Bon, il y a un double langage derrière tout ça. On a compris qu'il faut utiliser des brosses à dents souples. Vous allez maintenant nous montrer la technique. Je passe derrière vous pour reprendre la mâchoire, les dents idéales et les plus alignées. Et montrez-nous la technique avec cette brosse à dents souple. Alors, l'essentiel, c'est de vraiment penser à brosser la gencive en même temps et de brosser l'ensemble de la surface. On brosse le rose. Voilà, du rouge vers le blanc ou du rose vers la dent, comme vous voulez. Mais en tout cas, l'idée, c'est de brosser la gencive. Alors, il y a la technique du rouleau, il y a des différentes techniques. Expliquez-nous, technique du rouleau. C'est-à-dire, on peut tourner pour bien nettoyer à la fois cette muqueuse et la dent. Mais surtout, il va falloir penser à pas uniquement nettoyer la partie extérieure. C'est-à-dire que quand on se brosse les dents, on brosse à la fois l'extérieur, mais on va brosser aussi à l'intérieur et notamment brosser toujours cette gencive et cette dent, donc à chaque endroit de la bouche. Combien de fois par jour et combien de temps? Minimum 2 fois par jour et 2 minutes au minimum. 2. Et chez l'enfant, c'est pareil? Chez l'enfant, c'est pareil. Quand il n'y a pas beaucoup de dents, évidemment, ça va un peu plus vite, mais pareil, 2 fois par jour. Alors parfois, au niveau de la gencive, je vais vous libérer de cette belle mâchoire, parfois au niveau de la gencive, on saigne. Est-ce que c'est le témoin qu'on a bien brossé les dents ou au contraire, il faut l'éviter au maximum? Alors normalement, ça ne doit pas saigner. Quand tout est sain, il n'y a pas de raison que ça saigne. Alors ça peut être un brossage mal adapté, trop appuyé par exemple. On peut se blesser, donc ça peut faire saigner. Mais en théorie, ça ne doit pas saigner. Donc il faut voir effectivement son chirurgien dentiste pour trouver la cause de ces saignements s'ils sont répétés. C'est pas normal. On en parle d'ailleurs dans une autre émission qui était très sympa. Vous étiez là et sur la gingivite, parce que le saignement, c'est un signe de gingivite. De gingivite, tout à fait. Sybille, on va revenir sur la question des enfants. C'est pas toujours évident d'obtenir qu'ils se brossent les dents 2 fois par jour. Alors, j'ai trouvé en cherchant bien une astuce. Quand vous mettez sur Google « astuce brossage de dents enfant », eh bien, vous avez le dentifrice révélateur de plaques. Vous voyez, l'enfant se brosse les dents, ça colore les dents en vert. Est-ce que c'est utile? À quoi ça sert?
En fait, le principe, c'est que ça colore les endroits où l'enfant n'a pas bien brossé, où il reste de la plaque. Donc on va avoir, soit avec ce dispositif qui est le dentifrice, soit du révélateur de plaque qui peut exister sous forme de comprimé ou de gouttes. Une fois le brossage réalisé, on utilise ce révélateur et qui met en évidence les zones finalement qu'on a oublié de nettoyer. Parce que vous parlez de plaque. La plaque, c'est ce qu'on veut enlever avec le brossage. Hein. Exactement. La plaque dentaire, elle se reforme au cours de la journée. Et donc c'est pour ça qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour. Et donc, c'est un mélange des aliments et puis des bactéries qui vont justement attaquer les dents. Est-ce que vous avez d'autres astuces pour les enfants? Un enfant qui n'est pas très motivé, on peut préconiser la brosse à dents électrique parce que généralement, de manière plus aisée, on obtient un brossage très efficace. À partir de quel âge? À partir de quel âge? Il existe désormais, vers 4-5 ans, des dispositifs adaptés. Il y a une technique un peu particulière pour l'utilisation, donc qu'il faut voir. Et puis, il existe des brosses à dents connectées avec des applis qui permettent à l'enfant vraiment de se motiver pour brosser les dents. Les enfants geeks. Et la brosse à dents électrique, pourquoi ce serait mieux que la brosse à dents manuelle? Du fait de sa petite tête et du mouvement qui est adapté, exactement, on va pouvoir faire ce que Géraldine a montré tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment brosser chaque côté de chaque dent. L'idée étant vraiment de la laisser un certain temps. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les gens ont aussi une sensation de dents plus propres, donc l'utilisent plus volontiers. C'est comme ça qu'il faut faire, je fais bien. Exactement. Ça, c'était pour tout l'extérieur des dents du bas. Et puis après, il faut faire tout l'intérieur des dents du bas. Et l'intérieur du banc de dos, 2 minutes, matin et soir. Alors, il faut... ça ne suffit pas de se brosser les dents. Il faut continuer avec le fil dentaire. Revenez avec moi. Et il y a plusieurs sortes de fils dentaires ou des brossettes dentaires. Ça, c'est du fil. Hein. Oui, tout à fait. Et ça, c'est indispensable à chaque brossage? Oui. C'est pour permettre de finaliser le brossage, c'est important parce qu'en réalité, la brosse, elle ne passe pas partout. Dans l'espace interdentaire, c'est bien, il faut utiliser du fil, notamment entre les incisives, qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est des espaces extrêmement étroits. Et puis, dès lors qu'il y a un espace qui est un peu plus important, on va utiliser des brossettes. Les brossettes, elles sont là. Voilà, qui existent de différents diamètres. Donc, il va être on utilise évidemment celles qu'il faut en fonction de l'espacement qu'on a entre les dents. Il y en a de différentes formes, plus ou moins coniques, et puis surtout donc, de différents diamètres, même très très fins à beaucoup plus épais, en fonction des situations. Donc, brossage, fil dentaire, mais on se brosse avec quoi? Avec de l'eau, avec du dentifrice? Ah bah non, c'est mieux quand même avec du dentifrice. Alors, il y a plein de sortes de dentifrice. Ici, on en a amené 3. Bon, une des caractéristiques qui est bien marquée sur les boîtes de dentifrice, sur les tubes, c'est la présence de fluor. Est-ce que ça fait la différence? Alors en fait, il y a en général plusieurs types de dentifrice, plus adaptés aux problèmes parodontaux et d'autres plus effectivement pour cibler la prévention carieuse. Donc pour prévenir la carie, effectivement, le fluor est un élément extrêmement important. On va trouver des concentrations qui vont être différentes selon les dentifrices et le chirurgien dentiste aura à faire un bilan de risque carieux et adapter en fait plus ou moins le dentifrice au risque personnel du patient. Et oui, parce qu'il y a tellement... Là, je regardais, mais comment choisir un dentifrice? Est-ce qu'il y a un conseil à donner ou est-ce que vous nous dites qu'il faut demander conseil à son chirurgien dentiste? Bon, il y a beaucoup de marketing aussi, il y a énormément de différents dentifrices, mais en tout cas, le teneur, il y a des éléments importants, comme effectivement la teneur en fluor. Le fluor, on a beaucoup donné du fluor aux enfants. Est-ce que c'est encore une actualité? Est-ce que vous recommandez de prendre un complément alimentaire de fluor? Non, désormais, vraiment, c'est le fluor apporté par le dentifrice, donc 2 fois par jour, qui a montré son efficacité pour la prévention de la carie dentaire. Celui qu'on donnait sous forme de petits comprimés, en fait, dans l'idée, c'est qu'il était incorporé au cours de la formation des dents. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que d'une part, ça n'empêchait pas d'avoir des caries et qu'en cas d'excès, on avait un risque de ce qu'on appelle une fluorose, c'est-à-dire finalement, il y avait une perturbation dans la fabrication des dents et qu'on arrivait à un effet délétère. Alors toujours dans les compléments alimentaires, on pourrait se dire que le calcium est intéressant, parce qu'il y a du calcium dans la dent. Est-ce qu'une supplémentation en calcium est utile pour renforcer l'émail dentaire? Alors, une supplémentation en calcium, je ne sais pas, mais en tout cas, on utilise également parfois des produits qui contiennent du calcium et du phosphate et du fluor en application sur les dents pour pouvoir les reminéraliser. D'accord, pour soigner des dents, mais pas en prévention,
Il y a un conseil essentiel que vous avez à nous donner au sujet de la salive, Géraldine. Eh ben, quand on n'a pas de salive, on a un risque d'avoir des lésions carieuses. Et pourquoi ça? Ben, il y a un pouvoir tampon déjà de la bouche, c'est-à-dire qu'on a la bouche, si elle est acide, donc quand on a moins de salive, elle est plus acide et donc plus de risque de développer justement des lésions carieuses. Et alors, comment on fait? Il faut avoir de la salive si on n'en a pas, ou pas suffisamment, ou si on en a, mais qu'on a envie de faire du bien à sa bouche. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il existe pour les gens qui ont vraiment des pathologies avec des troubles importants et qui occasionnent donc des hypocyalies sévères, on a des substituts salivaires. Pas cette salive. C'est ça. On a des stimulateurs de salive qui existent ou de la fausse salive, des substituts salivaires qui sont vendus en pharmacie. Mais ce qu'on peut utiliser assez régulièrement, c'est des bains de bouche de bicarbonate. Et ça permet de rétablir le pouvoir tampon et de diminuer l'acidité en bouche, ce qui va lutter également contre la carie. Donc, bain de bouche de bicarbonate, c'est de la poudre. Comment ça s'utilise? Là, on peut mettre une cuillère à café dans un verre d'eau. Tous les jours? Ça roule. C'est pas pour les patients qui ont peu de salive, oui, ça peut être tout à fait bénéfique. Et le chewing-gum, parce que le chewing-gum, ça fait saliver? Oui, tout à fait. Alors là, c'est quand on peut vraiment pas se brosser les dents après un repas. Le fait de mâcher le chewing-gum va pouvoir aussi jouer sur ce pouvoir tampon et diminuer donc les attaques acides. Alors, malgré tous ces soins, ce qu'on a vu, le brossage, le dentifrice, ou même le chewing-gum, sans sucre, il faut le préciser, il se peut qu'on voit du tartre, vous voyez, ces petits dépôts à la partie basse de ce qu'on voit des dents, dans les zones qui sont difficiles à nettoyer. Alors le tartre, c'est tout simplement, vous me l'avez dit dans une autre émission, dont j'ai retenu, c'est de la plaque dentaire qui s'est calcifiée, qui s'est durcie. Sybille, les enfants aussi peuvent avoir du tartre? Tout à fait, c'est le même principe. Les enfants peuvent avoir du tartre qu'on doit éliminer, comme on voit un peu sur la vidéo. Donc éliminer avec un détartrage tous les ans, je crois, vous nous aviez dit. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de tartre, parce que dès lors qu'on a un brossage extrêmement efficace et bien conçu, on peut ne pas avoir de tartre, mais de toute façon, on voit son chirurgien dentiste une fois par an, et s'il y a nécessité de réaliser un détartrage, il le réalisera. Alors, on va maintenant parler de la couleur de nos dents. Que faire pour avoir des dents blanches? Tout à l'heure, on a montré que les couleurs sont très variées, qu'il y a une part innée et une part qui est liée à notre mode de vie. Alors d'abord, quelques conseils pour essayer de garder des dents blanches, puis après, on verra comment faire pour les rendre plus blanches. Comment faire pour les garder blanches? Alors, pour les garder blanches, on sait qu'il y a certains, dans l'alimentation, il y a certaines habitudes alimentaires qui vont jouer un rôle sur la coloration, notamment le tabac, on le sait. Bon, ça va, on ne fume pas. Voilà, je sens arriver des choses qui sont plus compliquées. Voilà, donc après, il y a le café, le thé, qui colore beaucoup les dents. Mais attendez, ne nous dites pas de ne pas boire de café. On a dit dans d'autres émissions que le café était bon pour la santé. Oui, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en boire. Je dis qu'il faut pouvoir plutôt pas en boire toute la journée. Bon, faire attention évidemment si on en boit plusieurs dans la journée, de ne pas trop mettre de sucre, parce que si on ne se brosse pas les dents derrière, c'est pas bon pour les lésions. Et je vous coupe, se brosser les dents après chaque café? Alors non, pas directement en tout cas. Il faut attendre au moins 30 minutes parce qu'on a un phénomène acide aussi qui se met en place. Et donc il faut éviter de brosser tout de suite les dents. En revanche, on peut boire un verre d'eau. Un verre d'eau après le café. C'est pas pour rien que les cafés, les bars vous proposent un café et un verre d'eau, parce qu'ils sont en relation avec les chirurgiens dentistes, c'est ça? Sûrement. Donc le café, le thé, c'est un petit peu la même chose. D'autres conseils pour garder les dents les plus blanches possibles? Oui, il faut les brosser régulièrement comme on a vu. On peut éventuellement, lorsque c'est nécessaire, aller voir son chirurgien dentiste qui peut proposer un blanchiment. Alors on y vient justement, il y a des produits pour se blanchir les dents. Avant d'aller chez le chirurgien dentiste, il y a des dentifrices qui proposent la blancheur. Venez avec moi. Celui-là, c'est au charbon. Celui-là, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça marche? Alors, est-ce que ça marche? De toute façon, ça ne va pas être extrêmement efficace puisque, en règle générale, les doses qui sont efficaces ne peuvent pas être utilisées en dentifrice. Ça nécessite des précautions et c'est une utilisation qui doit être faite par le chirurgien dentiste. La deuxième chose, donc ça peut un peu aider, mais c'est voilà. Et si on utilise trop de dentifrice abrasif, ça peut être dangereux aussi. Donc ça, ces dentifrices qui sont en vente libre, si on l'utilise tous les jours pendant de nombreuses années,
vous déconseillez. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a certains dentifrices qui sont très abrasifs, qu'il ne va pas falloir utiliser trop au quotidien parce qu'on va abîmer l'émail. Donc là encore, hein, demandez conseil à votre pharmacien et à votre chirurgien dentiste. Hein, il saura peut-être mieux que nous lire ce qu'il y a dans ce dentifrice. Parlons maintenant du blanchiment. Il y a eu la mode des barres à sourire et aujourd'hui on trouve des kits de blanchiment à commander sur Internet. Avant de parler de ce que fait le chirurgien dentiste, est-ce que ces kits sont une bonne solution? Alors non, c'est un peu comme pour l'orthodontie, faut éviter d'avoir recours à ces produits parce qu'ils peuvent être dangereux, parce qu'on peut trouver de tout sur le net, il faut faire attention. Et lorsque la dose est importante dans il y a toujours une les question de produits, dose en fait. Hein. Voilà, c'est ça, il faut que ce soit contrôlé parce que ça peut présenter des risques pour les patients. Donc soit ça risque d'être parfaitement inefficace, donc on aura perdu de l'argent, soit ça risque d'être au contraire toxique et mal utilisé. Donc pour ces raisons-là, il faut mieux en référer à son chirurgien dentiste. Il est possible qu'il vous préconise un certain nombre de produits à faire à la maison, mais ça doit être contrôlé par votre chirurgien dentiste puisqu'il faut aussi contrôler la dent, le besoin et ne pas abîmer non plus vos dents. Sybille, les ados sont tentés par ces produits à un âge où peut-être ils voudraient tous avoir les dents blanches, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur cette image, les dents parfaites. Bah oui, mais la législation en Europe, c'est les blanchiments, c'est interdit avant 18 ans. Les blanchiments, c'est interdit avant 18 ans. Alors, il y a une solution encore. Ce sont les facettes. Les facettes dentaires. Et sur ce sujet, on vous propose une vidéo complète. Mais comme vous êtes là, on va quand même en parler un instant. Voilà, ce sont des facettes dentaires. Ce que certains préfèrent faire pour éviter des traitements longs. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est utile? Expliquez-nous ces facettes qui sont finalement des... c'est un corps étranger qu'on met sur les dents. Non? Alors, en fait, elles sont indiquées dans un certain nombre de cas lorsqu'on sait que le blanchiment ne pourra pas apporter un résultat. Il y a un certain nombre de cas de figure où ça va être indiqué. Et une facette, effectivement, ça nécessite quand même de préparer la dent pour qu'on puisse mettre un élément en plus. Alors, ça se distingue d'une couronne dentaire. Alors là, je ne parle pas de la couronne de la dent d'une dent normale. La couronne que va faire le chirurgien dentiste, c'est une préparation qui est quand même très limitée, qui est assez fine, pour qu'on puisse mettre cet élément qu'on voit là sur la photo. Alors vous parlez de préparation. Quand on regarde les réseaux sociaux, c'est assez effrayant. Regardez ces photos hein, qui nous viennent donc, de certains réseaux sociaux. On appelle ça des dents de requin. C'est ça, préparer ces dents en facettes? Alors surtout pas, non, là c'est pas du tout pour des facettes, là il s'agit bien de couronnes dentaires, donc on peut être amené effectivement à avoir des besoins pour réaliser des couronnes, mais là dans ce cas de figure c'est pas des visées esthétiques et là c'est de la mutilation. Hein, Mais ça c'est irréversible? Ah oui, les dents ne se restaurent pas, elles ne repoussent pas encore, donc là maintenant c'est définitif. Ouais. Donc s'il vous plaît, ne cédez pas à ces techniques hein, où on vous fait des dents de requin en vous disant qu'après on va vous ajouter par-dessus des couronnes pour avoir de belles dents. Pour garder de bonnes dents, on le dira encore, on le redit, il faut consulter son chirurgien dentiste, pas seulement quand ça fait mal, quelles sont les circonstances où il faut aller chez le dentiste? Vaut mieux éviter pour entendre le fameux bruit de la roulette, surtout qu'on soit amené à être obligé de faire un soin. Eh bien, il faut prévenir, c'est ce qu'on a vu. Donc, quand est-ce qu'il faut y aller? Régulièrement déjà. C'est quoi régulièrement? Pas tous les Une fois mois. par an. Une fois par an. Une fois par an pour refaire un bilan. Et puis, évidemment, si vous avez un doute, s'il y a une lésion au niveau de votre muqueuse, si vous avez une douleur dans la bouche, qui peut être dentaire ou pas, dès lors que vous avez quelque chose qui vous interpelle, si ça saigne, les gencives qui saignent, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ça, c'est pas normal. Effectivement, il faudra être amené à consulter son chirurgien dentiste, parfois plus qu'une fois par an. Sybille, à partir de quel âge on va chez le dentiste? Tous les ans ou plus souvent? La Sécurité sociale propose un bilan bucco-dentaire remboursé à partir de 3 ans. C'est vrai que nous, odontologistes pédiatres, on aimerait bien que ce soit encore plus tôt, histoire de mettre en place les bonnes habitudes, de répondre aux conseils pour les parents. Mais déjà, y aller à 3 ans, c'est important que l'enfant soit familiarisé avec notre environnement qui peut apparaître peut-être un peu anxiogène. Et c'est vraiment bien d'y aller avant qu'il y ait besoin de faire un soin. Comme ça, l'enfant est plus serein et les parents aussi. Et il ne va pas voir le dentiste
en compagnie de la roulette la première fois. Vous avez aussi un message très important à transmettre aux parents en cas de chute d'un enfant, parce que c'est fréquent de tomber. Tout à fait. Donc, en cas de chute et de traumatisme au niveau des dents, ce qu'on conseille, bien sûr, c'est d'aller consulter. Et dans le cas où la dent d'adulte, elle est expulsée, elle est sortie de la bouche, on a la possibilité généralement de la remettre en place. Et pour ça, c'est très important de la conserver dans du sérum physiologique ou encore plus facile, dans du lait. Pourquoi dans du lait? Parce que c'est compatible avec la vitalité des cellules. Et que généralement, on en a assez facilement sous la main. Le pH permet vraiment que les cellules soient vivantes, donc c'est parfait. Merci beaucoup Sybille, merci beaucoup Géraldine, merci à vous de nous avoir suivis. On n'oublie pas de prendre soin de nos dents pour éviter cela. Et on vous rappelle le pari de PUMS. Le pari de PUMS, c'est vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Donc à très vite sur la chaîne.